Ok, parfait. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci de suivre ce webinaire qui fait partie d'une série de webinaires organisés par l'École de guerre économique et son campus à Rabat. Nous avons vraiment le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur François Jeanne-Bello. Monsieur Jeanne-Bello, vous êtes spécialiste et expert en intelligence économique depuis plus de 20 ans. Vous êtes spécialisé en recherche d'informations en source ouverte, en OSINT, en veille et influence. Vous êtes professeur associé à l'École de guerre économique de Paris et surtout, vous êtes membre fondateur de l'École panafricaine d'intelligence économique et stratégique de Dakar. Vous intervenez régulièrement sur des colloques, conférences sur le continent africain et vous êtes surtout l'initiateur de ce grand événement et coordinateur des assises africaines francophones de l'intelligence économique et co-auteur du manuel de l'intelligence économique publié en novembre 2021 chez VA Éditions. François Jeanne-Bello, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour débuter, donc l'objectif, on va dire, de cette visioconférence par rapport au format, on va se concentrer notamment sur la présentation de votre ouvrage que vous avez publié récemment, donc l'Atlas de l'IE en Afrique francophone, avec des études de cas et des retours d'expérience, surtout sur les initiatives en intelligence économique, les initiatives en politique publique d'IE, donc l'Atlas de l'intelligence économique en Afrique, publié chez VA Éditions, où vous allez pouvoir justement partager avec les auditeurs, les spectateurs d'aujourd'hui, les retours d'expérience, le contenu, et puis un peu aussi les éléments qui ont été derrière l'initiative justement de production de cet ouvrage. Avant tout, François, est-ce que vous pouvez un peu nous retracer votre parcours, comment vous êtes retrouvé justement dans le métier de l'intelligence économique, et puis par rapport à votre retour d'expérience au sein de l'école, mais aussi au sein de toutes les structures et des initiatives que vous avez fondées. Merci Alice. Bonsoir à tous. Oui, pour compléter un petit peu, donc moi j'ai fait à l'époque une formation en intelligence économique il y a un peu plus de 25 ans maintenant, où en France, au CERAM, Sophia Antipolis, une formation qui n'existe plus aujourd'hui. Comment je suis tombé dedans? J'avais une formation en économie, en licence maîtrise, et puis justement cette discipline qui arrivait avec des formations qui arrivaient, l'école de guerre économique qui se lançait à l'époque, et puis deux masters, un qui existe encore, celui de Marne-la-Vallée, et puis celui de Sophia Antipolis. Le sujet m'intéressait de la recherche d'informations. Et donc, j'ai fait cette formation donc en 97. Et puis, après, j'ai fait partie des derniers à faire leur service militaire en France. Donc, j'ai continué sur ce sujet-là, puisque j'ai eu la chance de travailler au sein de l'état-major de l'armée de terre sur la problématique d'Internet comme arme de guerre. Donc en tant qu'appelé, donc des réflexions qui sont aujourd'hui d'actualité, mais on était avant les années 2000, donc assez précurseurs. Et puis étant d'un environnement d'entrepreneurs, d'une famille d'entrepreneurs, assez naturellement, j'allais dire, j'ai créé ma structure à l'issue de mon service et de mes études. Donc, Trouver, une société qui accompagne des entreprises dans la recherche d'informations, l'intelligence économique, la mise en place de dispositifs de veille. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'OSINT, mais c'est vrai que j'ai toujours plaisir à rappeler que quand j'ai créé cette structure un peu avant 2000, l'idée d'accompagner des entreprises pour aller chercher de l'information sur Internet et de se faire payer pour ça, c'était pas évident, on va dire. On existe encore un peu plus de 20 ans après. Il y a eu une petite orientation qui a pas mal bousculé ma façon de voir les choses. Donc nous, on s'est toujours spécialisé sur des sources ouvertes. C'est un choix. Il y a beaucoup de cabinets d'intelligence économique qui sont spécialisés sur un secteur d'activité et qui glissent assez naturellement vers de l'exploitation.
Ils sont spécialisés vers la défense, ils sont spécialisés dans le pharmaceutique ou dans la santé. Nous, on est spécialisé sur une source d'information qui est Internet. Et du coup, pour être un peu provoque dès le début, on ne s'intéresse pas à l'information. C'est un choix, un parti pris. C'est-à-dire qu'on parle d'armement, de pommes de terre ou de produits pétroliers, pour moi, c'est la même chose. Et je ne suis pas là pour dire c'est vrai ou c'est pas vrai. On n'est pas là pour faire de l'exploitation. C'est le rôle, à mon sens, du client final, hein, qu'il se soit en interne ou en externe dans une entreprise, celui qui va exploiter l'information. Nous, on fait de l'IE pur, c'est-à-dire de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information libre au client final, à l'utilisateur final, d'exploiter cette information. Voilà. Et aujourd'hui, on reste sur cette même promesse plus de 20 ans après. Alors, il y a quand même eu un petit changement, c'est que j'ai été amené à faire une conférence au Cameroun, puis au Sénégal, sur le sujet de l'intelligence économique, et qui m'a permis de découvrir l'Afrique subsaharienne. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup orienté, oui, vers le continent africain. Et c'est un peu l'objet de ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir, c'est de parler de l'intelligence économique en Afrique, donc de constater en fait qu'il y avait plusieurs pays qui s'intéressaient à cette problématique de l'intelligence économique. Et donc, de fil en aiguille, on a accompagné plusieurs entreprises, plusieurs organisations, plusieurs administrations sur la mise en place de dispositifs d'intelligence économique, de veille, etc. Et de se spécialiser un petit peu sur l'intelligence économique en Afrique, jusqu'à écrire donc l'année dernière l'Atlas de l'intelligence économique en Afrique, qui, ironie du sort, sort en même temps que le manuel de l'intelligence économique en Afrique, sur lequel j'ai pu également contribuer avec Loukman Konaté et Stéphane Mortier, et qui sont très complémentaires et qui sont surtout qui montrent bien l'intérêt de l'Afrique pour l'intelligence économique et le sujet qui bouge pas mal. On va rentrer un peu dans le détail, mais voilà. C'est une problématique qui, je dirais pas qu'il y a un décalage. Hein. Souvent, on dit, c'est un sujet qui a démarré il y a 20 ans en France. Nous, dans cet atlas, on a recensé toutes les initiatives qu'il y avait en intelligence économique dans les pays d'Afrique francophone. Il y a des pays plus précurseurs que d'autres, on va rentrer un peu dans le détail, mais les premières initiatives, elles datent aussi des années 2000, hein, des années 2004, 2005, et donc je ne dirais pas forcément qu'il y a un retard, hein, mais il y a des différences. Alors au passage, hein, on a souvent dit que la France était en retard sur l'intelligence économique par rapport aux anglo-saxons. Moi, je ne suis pas dans ce genre de comparaison. Ce qui me paraît important, c'est que oui, c'est sûr, si on veut faire l'intelligence économique comme des anglo-saxons, on sera toujours en retard, nous, Français, parce qu'on n'est pas anglo-saxons, grâce à Dieu, on n'est pas câblés comme les Britanniques, et ce n'est pas bien ou mal, c'est comme ça. J'ose simplement espérer que si on fait de l'intelligence économique à la française, on ne sera pas en retard. Et c'est un peu la même chose. Alors, attention, j'emploie le terme d'intelligence économique africaine, on va voir qu'il y a plein de subtilités, mais pour moi, elle n'est pas en retard par rapport à l'intelligence économique française ou britannique. Elle est différente, elle est adaptée au tissu économique. Donc, et il va falloir mettre plusieurs spécificités, et c'est ce qu'on a essayé de recenser dans ce manuel, c'est qu'est-ce qui diffère au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Burkina. On ne peut pas faire la même chose partout, et c'est une bonne chose. Donc, l'intelligence économique, ce n'est pas une règle qu'il faut décliner, il faut l'adapter à son tissu économique. Et pour terminer ce propos un peu introductif, en fait, on parle d'information. L'information, c'est quelque chose de très personnel. Et même au sein d'une organisation, d'une entreprise, il y a une culture d'entreprise. Et ce qui marche dans telle entreprise ne marche pas dans telle autre entreprise. Je pense que Ali pourra confirmer ça dans les entreprises que vous pouvez accompagner également. Il faut se caler à l'ADN de l'organisation. Et donc, ce qu'on va faire au Sénégal, on ne va pas le faire de la même façon au Maroc ou au Cameroun. Il faut l'adapter aux façons de faire circuler l'information, aux façons d'organiser la circulation de l'information.
Merci beaucoup, François. Effectivement, on va en parler, on va entrer en détail par rapport notamment aux spécificités culturelles qui sont justement différentes d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre. Mais justement, par rapport à cette initiative, justement, et l'écriture de cet atlas d'intelligence économique, donc si je comprends bien, qui recense un peu les différentes initiatives, méthodologies, mais aussi thématiques qui sont traitées justement avec leurs propres spécificités par pays. Comment, d'où est née cette initiative et plutôt quelles sont les spécificités justement qui ont été relevées, peut-être les points d'attention qui sont mis en lumière justement dans l'ouvrage par rapport aux différents pays, justement. Alors, historiquement, on a commencé par faire un événement qui s'appelle les Assises africaines et francophones de l'intelligence économique que j'ai lancé en 2016. L'idée était venue dès quelques années avant et de dire, en fait, je constate qu'il y a des initiatives qui existent au Maroc, il y a des initiatives qui existent en Algérie, il y a des initiatives qui existent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'était un peu les débuts. Parlez-vous. Parce que trop souvent, on prenait le rapport Martre, qui a déjà 20 ans à l'époque, et on l'appliquait dans les pays que je viens de citer. Le problème, c'est que le rapport Martre, il a déjà quelques années, et il a été écrit en France. Il n'a pas été écrit pour le Sénégal, le Maroc, etc. Donc, de dire, attention, il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui n'ont pas marché, échanger. Parce que j'ai ressenti, et c'est pour moi une des premières spécificités de l'intelligence économique sur le continent africain, une volonté de partage. Et je vais y revenir sur les différences, mais par exemple, on est incapable de faire ça en France. On a essayé de faire des assises, mais il y a des guerres de chapelle, quand on est là, on n'est pas là, quand on est là. Donc c'est compliqué. Et l'IE française ou francophone, enfin plutôt française, elle est un peu marquée par des anciens des services, par une culture du secret. C'est pas rare de voir des conférenciers en intelligence économique vous parler de grands énergéticiens français dont on ne peut pas donner le nom, ou de grands industriels dans le centre de la France ou à Clermont-Ferrand, mais je ne peux pas vous dire qui c'est. On cultive un petit peu ce secret, parfois assez ridicule. Bon. Et du coup, on ne veut pas partager. Et moi, j'ai senti dès le début que dans les différents pays africains, il y avait cette volonté de partage et d'échanger sur les freins, sur les bonnes pratiques, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai suggéré ces assises, d'avoir un endroit où on peut se retrouver. Alors, moi, je ne suis pas africain, je suis français, donc j'ai suggéré l'idée. On m'a dit, ouais, c'est une super idée, c'est une bonne idée, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Bon, puisque personne ne l'a fait, ben, j'ai lancé l'initiative avec plusieurs et un comité scientifique, voilà, où on a fait 2 éditions au Maroc, à Casablanca. Ensuite, on est parti au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire, une édition à Tunis, mais qui était principalement en ligne pendant le premier Covid, la première année du Covid, et puis la dernière édition qui a eu lieu à Paris. Et de tout ça, à chaque fois, il y avait un état des lieux finalement qui se dessinait, puisque chacun venait présenter des cas concrets de voilà ce qu'on a fait dans telle entreprise, voilà ce qu'on a fait dans tel pays, et en plus des moments d'échange, de partage qui ne peuvent pas se raconter dans un livre, mais qui sont intéressants. Et donc, cet atlas, c'est tout simplement, j'allais dire, la compilation. Alors, c'est aller un peu plus loin, parce qu'on est allé chercher pour chaque pays la genèse. Comment l'intelligence économique est arrivée, tiens, il y a une conférence là, le ministère machin a développé un truc, puis voilà. Donc, à chaque fois, on a écrit pour chaque pays l'histoire de l'intelligence économique dans le pays, comment ça s'est fait. On a recensé les institutions qui fondent l'IE. Alors, on pourra en parler un peu plus tard sur le papier ou dans les faits. Les formations en intelligence économique et les associations qui sont là pour la promotion de l'intelligence économique. Et l'idée, c'est de recenser ça et puis de le faire vivre en espérant que, là encore, ça puisse servir de mutualisation et que
j'espère, rapidement, on pourra faire une deuxième version parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se sont faites. Voilà. Juste pour le clin d'œil, effectivement, à la sortie de cet atlas, on m'a dit, tiens, ce serait pas mal de faire la même chose en France. Parce qu'effectivement, en France, on ne sait pas qui fait quoi, finalement. Et pas plus tard que ce matin, sur une formation à l'école de guerre économique, d'ailleurs, on disait, mais tiens, il n'existe pas un endroit où on peut recenser le qui fait quoi en intelligence économique, qui a fait quoi en France. Non. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif sur cette volonté de partage et que nous, on a simplement mis ici. Alors après, il y a aussi, dans un deuxième, mais ça, c'est plutôt sur le portail Intelligence Afrique, on a des recueils d'expériences, des retours d'expérience, des tribunes, pour faire vivre un peu la discipline de l'intelligence économique qui est vivante et faire échanger les gens sur ces problématiques. Voilà la genèse, voilà l'histoire de cet ouvrage. Excellent, excellent. Et justement, par rapport à ce point très important de partage justement sur le continent et cette compilation, que peut-on dire, voilà, si on devait résumer justement par rapport aux pays, aux initiatives en intelligence économique par rapport aux pays du continent, quels seraient un peu, de manière synthétique, aujourd'hui les principaux enjeux par rapport aux différents pays ou les défis et les freins qui existent aujourd'hui par rapport à ces éléments-là que vous avez recensés dans l'ouvrage? Alors, dessiner l'intelligence économique africaine, alors là aussi, attention, les subtilités, on pourrait parler des Afriques, vous le savez, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, lusophone, on pourrait parler d'Afrique au pluriel. Donc, ce serait compliqué de dire il y a un mode d'intelligence économique africain, on pourrait décliner. Mais globalement, ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a cette notion de partage, cette volonté de partage, premièrement, dont on doit se servir. Deuxièmement, on est bien évidemment sur le continent de l'oralité. Alors, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont orales, qui ne sont pas écrites. Paradoxal pourquoi? Parce que quand on regarde historiquement, l'Afrique a hébergé les premières bibliothèques du monde, les premières universités du monde. Aujourd'hui, il y a moins d'informations papier, d'informations structurées, ou en tout cas, ces informations papier sont moins structurées. Donc, il y a une place de l'oralité qui est plus importante. Un point qu'on évoque souvent et que je prends avec précaution, souvent on me dit, mais oui, mais il y a une différence majeure, c'est que en Europe ou aux États-Unis, vous avez trop d'informations. On parle d'infobésité. Sur le continent africain, nous, on n'a pas assez d'informations. Ça, je pense que c'est faux. Il y a autant d'informations partout. C'est comme le temps, hein, on a tous le même. En revanche, elle est structurée et organisée différemment. Mais il n'y a pas moins d'informations au Sénégal qu'en France. Il y a autant d'informations. Elle n'est pas forcément accessible à tous. Donc, c'est un problème d'accès à l'information. C'est un problème de source d'information fiable, de source d'information pertinente. Voilà. Mais l'information, elle est là. Il y a autant d'informations sur les différents continents. Donc ça, c'est ce qui peut noter les spécificités. Et après, il y a peut-être pour être un peu dans le négatif, un point que j'entends souvent, qui est le côté magiciel, vous voyez, de dire ah tiens, on va faire l'intelligence économique et tout va aller mieux. Alors, en France, ça fait 20 ans qu'on fait l'intelligence économique, on n'arrive pas au taux de croissance de la Côte d'Ivoire. Donc oui, ça peut améliorer les choses, mais ce n'est pas la solution à tous nos problèmes non plus. Et à partir du moment où on s'entend sur la définition de l'intelligence économique, qui est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information utile aux décideurs, tout le monde en fait un peu. Mais il faut mieux l'organiser. Et surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une vitesse de progression qui est beaucoup plus forte. Je vais prendre une comparaison. C'est exactement comme Internet. J'ai vu dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, on est passé directement à la 4G, à l'Internet mobile, en zappant l'Internet fixe.
où on est passé directement au mobile payment, on est capable de sauter des étapes et d'aller très, très vite. Donc, sur la circulation de l'information et sur la façon dont ça se met en place, tiens, l'autre jour, d'ailleurs, c'était même pire que ça, ce n'est pas dans un monde de l'intelligence économique, c'est ce qu'on enseignait à mes enfants à l'école, de dire sur l'accès à Internet, voilà, en Afrique, une espèce de grande globalisation, en Afrique, on n'a pas accès à Internet. Enfin, moi, je suis quand même assez étonné, c'est quand je vais dans beaucoup de pays africains pour m'y déplacer régulièrement, je vois quand même des gens en face de moi qui ont 4 ou 5 téléphones et qui sont tous connectés. Donc, on a un taux de connexion qui est beaucoup plus important. Moi, j'ai vu des systèmes à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, de collecte d'informations et de partage d'informations via téléphone mobile pour les agriculteurs qui ne feront pas lire des agriculteurs français. Des systèmes d'optimisation des récoltes par l'envoi et le partage d'informations. Donc, il y a vraiment il y a des très, très belles initiatives. Alors, est-ce que ça s'appelle de l'intelligence économique? Bon, on joue un peu avec les mots, mais en tout cas sur le partage d'informations. Et pour un dernier point qui est peut-être un peu négatif aussi, je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance, je mets peut-être le Maroc à part, dans les initiatives locales. C'est-à-dire qu'il faut un peu que les initiatives elles viennent d'Europe, elles viennent de différents pays, elles viennent des États-Unis. Mais il y a plein d'initiatives locales qui sont excellentes en termes d'information. On commence un peu, je trouve, à en être fier. Et ça, je pense qu'il n'y a pas à en pâlir. Sur le développement d'Internet, sur le codage, sur plein d'initiatives, plein de sujets, il y a des très, très belles initiatives locales. Et il ne faut pas forcément chercher à ce que ça vienne d'ailleurs. Et pas forcément d'Europe ou des États-Unis qui n'ont pas forcément ce câblage et cette connaissance. Donc voilà un petit peu comment on pourrait dessiner l'IE globalement sur l'ensemble du continent. Après, il y a quelques pays qui sortent du lot. Alors, il ne s'agit pas de faire un classement, mais avec des spécificités. Alors, bien sûr, le Maroc, je dirais qu'il est le seul pays, à mon sens, sur le sujet de l'intelligence économique, sur lequel on va trouver quelque chose de globalement intégré. C'est-à-dire qu'il y a une volonté étatique de faire de l'IE, et plus loin, de faire du lobbying et du soft power, de faire de la guerre de l'information. Donc, c'est vraiment intégré de façon très avancée. On a des entreprises qui ont des dispositifs d'IE, des cellules d'intelligence économique dans le secteur bancaire, dans le secteur des transports, dans plein de secteurs, qui dépassent la veille. Parce qu'on va le voir dans d'autres pays, l'IE se limite parfois à la veille, ce qui est déjà bien. Hein. Mais là, on va plus loin sur l'exploitation de l'information, la réflexion sur l'information utile et véritablement, n'oublions pas, un outil d'aide à la décision, donc au service du décideur. On a des formations, bien évidemment le GE Rabat, et qui rayonnent sur l'ensemble du continent en plus, et on a des structures associatives avec des think tanks, avec des associations de promotion, pas forcément en concurrence d'ailleurs, hein, ici, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'une, bon. Mais je dirais en bonne intelligence. Ce qui manque peut-être, c'est une communauté globale, hein, de faire vivre justement une communauté globale, mais ça peut être assez compliqué. Et justement, c'est peut-être là où ça se rapproche un peu de la France, d'avoir de chasser en meute un petit peu tous ces gens-là ensemble, de réflexion commune sur l'IE au niveau national, entreprises, praticiens et décideurs. Et c'est notamment, on en parlait justement avec Ali, un point qui me paraît important, c'est que l'IE, ça marche entre nous. Je ne sais pas qui sont les personnes qui nous écoutent ce soir, et principalement des auditeurs.
c'est bien de discuter entre praticiens, entre experts, mais on est dans un outil d'aide à la décision. Donc, il faut qu'on arrive à toucher les décideurs. Il faut qu'on arrive à intégrer dans ces cercles les clients de l'IE. Les clients, c'est ceux qui vont utiliser l'information finale. Donc, principalement le décideur, mais finalement l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, ce serait peut-être la marge de progrès, je dirais, sur le Maroc. Il y a aussi dans les pays qui sortent un peu du lot, on va dire le Sénégal. Ali parlait tout à l'heure de une formation qui existe depuis pas mal de temps maintenant, montée d'ailleurs en partenariat avec l'École de guerre économique. Il y a plus de 20 ans, il me semble. Oui, il y a une quinzaine d'années, je dirais, l'École panafricaine d'intelligence économique et stratégique de Dakar, au sein de l'EPIES. Bon. Donc, il y a des belles initiatives. Il y a eu plusieurs initiatives nationales au sein des gouvernements ou des entreprises nationales. Mais je dirais que la difficulté au Sénégal, c'est d'enclencher la seconde. Et ça fait longtemps qu'on attend en fait un pays un peu leader pour la sous-région qui puisse entraîner les autres. Il y a toutes les infrastructures, mais voilà, il y a du mal à démocratiser, à enclencher, à passer un petit peu sur ce sujet. Dans les autres pays, on peut aussi citer la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, je suis toujours très étonné, qui font l'IE. Alors, si j'étais méchant, si j'étais critique, je dirais qui ont le mot intelligence économique sur leur carte de visite. Donc déjà, c'est intégré, c'est une bonne chose. C'est que ce n'est pas quelque chose de totalement étranger. Ça se limite parfois à la veille. Il y a beaucoup d'initiatives. Lookman en a présenté plusieurs dans un webinaire précédent, notamment ce qu'il fait avec le débat. Il y a des initiatives à Yamoussoukro. Il y a pas mal de formations qui commencent à sensibiliser. C'est un peu plus compliqué de le mettre en place dans les entreprises. Quand on creuse un peu, effectivement, il y a je pense au Trésor, je pense à l'Agence de promotion des investissements. Souvent, l'Agence de promotion des investissements d'un pays est moteur en matière d'intelligence économique. Et il faut, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas deux pays qui se ressemblent par quelle est l'institution qui a pris le lead. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est une entreprise? Mais c'est vrai que parfois on retrouve quand même des chambres de commerce, on retrouve des agences de promotion de l'investissement. Dans les pays, je citerai également l'Algérie, qui a inscrit, alors pas dans la Constitution, mais dans assez tôt, la volonté de faire de l'IE dans les actes gouvernementaux, dans des décrets, qui a beaucoup travaillé sur la formation et notamment sur un référentiel de formation en intelligence économique, avec plusieurs formations, mais pas mal d'initiatives qui sont un peu restées lettres mortes, donc qui n'ont pas forcément accouché, mais il y a une bonne base, on va dire, il y a une bonne structure. Et puis après, il y a plein de pays où il y a de l'initiative. Je parlais de la Mauritanie, de Madagascar, du Burkina, un peu avec le lead soit d'une école, soit d'une chambre de commerce qui commence à activer l'IE, le Congo, les deux Congos d'ailleurs, Brazzaville et Kinshasa, le Cameroun, voilà, où il y a des belles initiatives, le Gabon, le Bénin. Voilà, donc tout ça se met en place avec peut-être un manque, c'est peut-être une coordination. De ne pas voir grand-chose au niveau des institutions panafricaines. Je pense à l'Union africaine. L'UMOA a une cellule de veille, mais c'est plus sur l'exploitation de l'information que ça va être compliqué, sur les initiatives de
de Mounir sur tout ce qui est Mounir Rochdi sur tout ce qui est filière coton. Mais on pourrait imaginer la même chose sur l'anacarde, sur café cacao, sur voilà. De mettre en place de façon un peu plus structurée une organisation de l'information. Excellent, merci pour ce retour par rapport à ces différentes caractéristiques. Effectivement, il y a à voir comment activer justement ces leviers de coordination, notamment peut-être en passant par l'axe des fédérations, justement, un axe un peu plus corporatiste entre pays, effectivement, par rapport à ces filières-là. Ça peut être intéressant parce que, bon, après, même au niveau organisation régionale institutionnelle, bon, ça peut être aussi certaines initiatives, mais après, on se retrouve effectivement peut-être face à d'autres freins, peut-être par rapport à le tropisme ou justement telle mésentente politique ou voilà, par rapport à un manque de coordination. Je suis en train de penser à haute voix. Alors, on a parlé, je vous posez la question un peu par rapport au levier pour booster un peu la pratique sur le continent, mais il y a cet axe intéressant justement de s'ouvrir, justement de ne plus rester entre praticiens et d'aller un peu plus vers les décideurs. Quels pourraient être justement les leviers ou les axes de réflexion par rapport à cela sur le continent? Ouais, la sensibilisation. Nous, c'est vrai qu'on essaye justement aux assises de faire venir maintenant des délégations de décideurs qui, il ne faut pas oublier, je disais tout à l'heure, souvent l'intelligence économique se limite, commence par la veille. Alors, on pourrait dire la même chose sur l'OSINT d'ailleurs, et je le dis sous forme de clin d'œil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, où on voit pas mal de challenges OSINT qui peuvent tomber assez vite dans le voyeurisme ou dans la recherche d'informations qui sont pas forcément hyper utiles. C'est super d'être capable, à partir d'une photo prise dans un avion, de savoir qu'on est dans tel avion et à telle place de l'avion, mais à quoi ça sert dans un cadre, j'entends. Et n'oublions pas la définition qu'on a donnée tout à l'heure, on parle d'informations utiles. On ne fait pas de la veille pour la veille, on ne fait pas de l'IE pour l'IE. On fait ça dans un cadre économique, donc dans une entreprise pour vendre, dans une entreprise capitaliste ou dans une institution étatique, là aussi pour vendre financièrement, mais pour se mettre au service d'eux. On est dans les armes de soutien, on est dans de l'aide à la décision. Donc il faut arriver à prouver, et ça, c'est pas simple non plus, qu'on sert à quelque chose. Alors, ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que là, je le vois, mais où que ce soit, c'est valable aussi en Europe. Quand dans une cellule de veille, on commence à parler de coûts, on commence à parler de retour sur investissement, moi, je donne 6 mois pour que la cellule de veille, elle ferme. C'est qu'on a mal posé le problème. C'est de dire, en fait, on n'est pas là pour dire est-ce qu'il faudrait, mais non, on est sur un outil d'aide à la décision, mieux connaître son environnement informationnel, ça permet de ne pas perdre d'argent et de faire des meilleurs choix. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas entre nous, c'est auprès des décideurs, par des exemples concrets, et là où il y a peut-être quelque chose à faire pour répondre à la question, c'est de construire des success stories. Dans quel cas, et ça, là encore, vous voyez, ce qu'on ne sait pas faire en France, si vous prenez toutes les histoires d'intelligence économique en France, c'est comment on a perdu Alstom, comment General Electric, machin, comment déjà à l'époque J'aime plus, mais on ne raconte jamais les histoires dans l'autre sens. Tiens, on ne raconte pas comment Orangina a été récupéré aux Algériens. On ne raconte pas comment on a réussi à racheter. D'ailleurs, même l'histoire J'aime plus qui se finit bien à la fin. Donc, il faut des success stories. Il faut raconter l'histoire. Et là, je pense qu'il y a un défi plus particulièrement sur l'Afrique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est la guerre du contenu. Écrire. Et plus particulièrement sur Internet. Quand je cherche de l'information sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur, l'autre jour, la République démocratique du Congo,
qu'est-ce que je trouve, ce que disent les États-Unis, ce que disent les Français, ce que disent les Belges sur le pays. Comme dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas d'historiens, les récits de chasse seront toujours à la gloire des chasseurs. Il faut écrire l'histoire. Et il ne faut pas laisser les autres écrire l'histoire à sa place. Donc, il faut publier du contenu africain sur des histoires d'intelligence économique. Il ne faut pas laisser les Français, les Italiens, les Espagnols, les États-Unis écrire à la place. Et cette guerre du contenu, de revenir à ces universités qui produisaient de la connaissance. Et aujourd'hui, surtout avec Internet, où celui qui a raison, celui qui crie le plus fort. Et n'importe qui peut crier plus fort. On a un peu un rééquilibrage. Donc là-dessus, il y a un point qui me paraît important, c'est vraiment de passer dans la culture, et ce qui est fait notamment avec la production de connaissances à le Rabat, on en parlait tout à l'heure, des travaux de qualité et très chronophages d'ailleurs, voilà, mais qui vont construire ce socle-là. Et ça, c'est hyper important pour que les décideurs là, disent, en fait, ça, c'est. Mais si j'avais su, j'ai besoin de cette chose-là. Et on ne se pose pas la question de est-ce que ça va être rentable? Non, c'est j'en ai besoin. Parce que c'est un outil d'aide à la décision. C'est ça qui me permet de mieux connaître mon environnement, d'avoir un tableau de bord, d'avoir. C'est un outil de management et de mieux décider. Excellent. Excellent. Je vais faire deux petits points apartés. Effectivement, petit aparté sur la question de la production des connaissances. Tu l'as signalé, c'est un élément, on va dire, dans le cadre de la philosophie et de la pédagogie de l'OGE de manière générale et au sein du campus de Rabat qui est très, très important. C'est ce que je dis aux auditeurs et messieurs qui font partie de la formation, ce n'est pas un exercice scolaire, c'est pour vous, on est nous-mêmes et vous-même les premiers acteurs de sensibilisation justement de la pratique et d'écriture et de traitement de ces problématiques-là qui sont propres à notre environnement. Donc, effectivement, il y a un intérêt et justement un encouragement à partir très loin sur la pratique de production de connaissances. Le deuxième, il m'a rappelé, si je devais faire un parallèle par rapport à une thématique ou un sujet un peu connexe, qui fait en tout cas partie de la constellation d'intelligence économique sur la partie sécurité de l'information, mais c'était un peu pareil dans le domaine de la cybersécurité. On va travailler dedans il y a quelques années. Ça s'est développé suite à différents éléments. Il y a une partie effectivement de storytelling, mais là c'était toujours du storytelling négatif. C'est à un moment donné, les entreprises commencent à se dire si on n'investit pas justement dans la cyber, voilà ce qui peut arriver justement par rapport à justement nos concurrents, nos partenaires. Donc tout l'intérêt, effectivement, l'idée est très intéressante de créer des histoires de succès story par rapport justement à l'écosystème. Mais il y avait aussi un autre point, et là, si je peux me permettre, peut-être réfléchir en termes de politique publique, il y avait aussi des contraintes légales. C'est-à-dire je prends l'exemple en France, il y a une agence comme l'ANSSI qui a imposé à certaines entreprises justement notamment d'importance vitale, de pouvoir légalement justement prendre certaines mesures qui étaient vitales pour l'environnement. Est-ce que justement, ça peut être aussi le cas justement par rapport aux autorités et pouvoirs publics par rapport à la pratique d'intelligence économique dans un but justement d'augmentation de la compétitivité du tissu économique. En gros, en sorte, si je devais résumer un peu la carotte et le bâton. Voilà, c'est-à-dire une partie de contrainte, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu vital dans le tissu économique et les structures des entreprises des différents pays, justement, d'avoir de la compétitivité, de la croissance. Un côté, avoir effectivement des histoires de succès qui encourageront les entreprises à se diriger vers cette pratique-là, mais peut-être aussi, pour voir par rapport à chaque pays, la structure légale et les différentes demandes, avoir peut-être des fois certaines contraintes justement pour, on va le dire, imposer justement la pratique au sein des entreprises. Oui, alors, avec est-ce que ça marche ou pas? C'est qu'en France, par exemple, on a un décret qui oblige d'avoir un module de formation en IE dans toutes les études secondaires. Ça n'a jamais été appliqué.
Et que là aussi, je le prends avec prudence parce que quand on présente, je vais raisonner dans une entreprise, si je suis responsable de veille, si je présente aux autres collaborateurs la veille comme étant une contrainte, j'ai des chances de succès qui vont être un peu plus faibles pour les sensibiliser. Moi, je compare pas mal à la démarche d'IE ou la démarche de veille dans une organisation à celle de la qualité ou de l'environnement. C'est vraiment un dispositif qu'on va animer dans lequel on doit impliquer chaque collaborateur. Et pour que chaque collaborateur soit impliqué et pas seulement concerné, il ne faut pas qu'il soit contraint. Il faut que ça vienne de lui-même. Alors, ça peut être un peu plus subtil, hein, c'est qu'on lui fait croire que c'est lui qui a pris les décisions. On est dans la guerre d'information. La soumission librement consentie. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu disais là-dessus, il y a une chance sur la réglementation, et là où je pense que pas mal de pays africains sont en avance, c'est avec le droit WADA. Il y a justement déjà une normalisation du droit qui peut faire avancer les choses. Donc, il faut se servir de ce qui existe et ce qui fonctionne bien. La normalisation en termes réglementaires et juridiques au sein de WADA, ça fonctionne et ça peut permettre de développer justement, pourquoi pas, des logiques d'intelligence économique. Ce qui pourrait aussi fonctionner, c'est la règle de normalisation, justement. Mais là, souvent, c'est plutôt imposé par l'extérieur. C'est plutôt les organisations onusiennes, états-uniennes ou européennes qui vont imposer des normes. Et donc là, on n'est plus dans une souveraineté africaine. On n'est plus, ou voire même Internet, où les GAFAM vont imposer un certain nombre de règles à des pays. Voilà. Donc, quand on parle de production de connaissances, c'est jusqu'au bout de la chaîne. Je pense que la logique des data centers et d'avoir ces connaissances chez soi, c'est aussi important. Oui. Parce que dès que ces connaissances seraient stockées ailleurs, on n'en est plus maître et ce n'est plus souple. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Excellent. Donc, je pense qu'on va prendre quelques questions auprès de nos participants. Alors, nous avons une question de M. Aziz Zakaria. L'Afrique est-elle prête pour la bataille économique? Quelle est la place de la digitalisation du secteur de la santé dans l'optimisation de l'intelligence économique? Voilà, il y a deux questions. Voilà, c'est vrai qu'une qui est assez vaste. L'Afrique est-elle prête pour la bataille économique? Donc, si on peut dire quels sont aujourd'hui peut-être les défis, de manière générale, peut-être les défis, voilà. Effectivement, c'est dur de résumer à tout le continent, peut-être certaines spécificités, mais quels sont peut-être les défis auxquels on parle souvent de prédation économique par rapport à différents pays du continent, mais peut-être voilà, quels sont peut-être aujourd'hui, on va dire, certains enjeux auxquels les pays du continent font face au sein de la guerre économique. Je vais prendre la question autrement. Est-ce que l'Ukraine était prête à la guerre? Est-ce qu'on est prêt à la guerre, en fait? Est-ce qu'on se prépare à la guerre? Alors oui, si tu mets la guerre, est-ce qu'on a le choix, en fait? C'est ça que je veux dire par là. Là où je le prendrai de façon plus positive, quand je vois qu'en 2050, la moitié de la population de la planète sera sur le continent africain, il y a un argument là qui est assez fort pour mener la guerre, enfin pour mener avec des ressources de consommateurs, d'ingénieurs. Donc ça implique de la formation, ça implique pas mal de problématiques. Donc oui, prête, mais derrière, il y a je veux dire prudemment, mais il y a une volonté de ne plus subir. Et quand je disais tout à l'heure que moi, je vois pas mal de conférences ou d'intervenir sur des choses comme ça, où dès qu'il y a l'ambassade des États-Unis qui prend la parole, tout de suite, c'est… non, mais encore une fois, il y a tellement de projets où il n'y a pas à pâlir des projets africains. Il faut en être fier.
et ne pas subir ce qu'imposent différentes normes, différentes règles, parce que là, on est déjà dans la guerre de l'information, dans la guerre économique, en partant perdant. Hein. Donc, oui, je pense qu'il y a tout à fait moyen, il y a un vrai sujet en termes de formation, mais il y a toutes les ressources qu'il faut pour mener cette guerre. Il faut juste la volonté. Euh, voilà. Après, sur le point de la santé, ouais, il y a une numérisation, mais ça, elle est pareille partout. Là encore, c'est un problème de normes, c'est un problème de stockage. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs, nous en France, on ait des leçons à vous donner. Quand on voit que toutes les données de santé des Français sont stockées sur des serveurs aux États-Unis, on n'est pas dans une. Non, on n'est pas bon là. Voilà. Donc, il y a un véritable sujet sur la hiérarchisation. Et voilà, quand on voit, là aussi, hein, pour voyager pas mal, comment la crise du Covid a été gérée dans pas mal de pays africains, il n'y a pas à avoir honte. Hein. Alors, il y a plein de raisons, et pas que des raisons sanitaires, des raisons d'organisation, des raisons de gestion de crise sanitaire qui ont déjà été réglées avec d'autres problèmes, Ebola, Palu, etc. Donc, voilà, il y a après, la place de la numérisation, attention au lien avec la dépendance. Qui dit numérisation, si on n'a pas de data center, ça veut dire absence de souveraineté. Donc, ça veut dire, là, c'est pareil, hein, un autre sujet, alors je change, mais sur le problème des passeports. Quand je vois que dans beaucoup de pays africains, les subsahariens, la gestion des visas sont toutes gérées par des boîtes états-uniennes et que la première chose que je fais, moi, quand j'arrive au Sénégal, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est on me prend en photo et tout ça, ça part dans un fichier qui est stocké aux États-Unis. Voilà. Il y a un problème de souveraineté, de partenariat que les États ont avec différents autres États ou différentes organisations. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a l'intelligence économique nationale, qui est amenée par nos dirigeants, par les États. Et j'allais dire, pardon, ça ne sert à rien d'en débattre si on n'en est pas. Enfin, vous voyez, à part se faire du mal, bon, voilà. Si on ne les conseille pas, bon, très bien, on pourrait dire, oui, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. En revanche, il y a plein d'initiatives, et c'est la même chose en France, hein, qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs, en tant que consultants, en tant que… Voilà, n'attendons pas que ça vienne toujours de l'État. Hein. Donc, même si l'État, limitons l'État aux forces régaliennes en IE, voilà, et puis après, ça peut naître d'initiatives totalement privées et qui marchent très très bien. Donc, il faut distinguer peut-être ces deux niveaux de l'intelligence, on va dire, stratégique d'un État et de l'intelligence économique d'une organisation ou d'une entreprise. Très bien, très bien, très bien. Alors, on a d'autres questions. Alors, je vais en fusionner deux, j'en ai vu, mais j'en ai une, différentes cellules de veille et recherche et développement, ou plutôt, je vais fusionner ça avec la question sur comment l'IE peut servir la veille RH, stratégie RH, et je vais mettre dedans aussi la recherche et développement. Ou plutôt, si on peut tourner par rapport aux initiatives peut-être que tu as vues ou qui ont été partagées lors des assises, est-ce qu'il y a eu des éléments, justement, des bonnes pratiques concernant ces deux domaines qui ont été aperçus, que ce soit la recherche et développement, l'innovation, mais aussi les pratiques de management RH. L'IE, elle est au service de tous, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'IE, elle est toujours stratégique, hein. Sinon elle ne sert à rien. Donc elle est utile. On parle d'informations utiles. Alors après, moi, je ne suis pas trop sur rentrer sur l'intelligence. Hein, maintenant, on parle d'intelligence sportive, d'intelligence juridique, on met ça à toutes les sauces. L'intelligence économique, encore une fois, c'est faire en sorte que l'utilisateur final ait la bonne information sous la bonne forme au bon moment.
au bon moment. C'est un point sur lequel je voudrais revenir. Que derrière, ce soit pour faire de la R&D, que ce soit pour faire des RH, ce n'est pas la question. La question, c'est de se dire de quelle information j'ai besoin. C'est toute la réflexion sur l'utilité de l'information. Et attention à ne pas prendre le problème à l'envers. Trop souvent, on voit la veille ou lieu, mais non, ça va apporter l'information qu'on recherche. Et c'est ça qui va me permettre de définir ma stratégie. Non, on a une stratégie, on a besoin d'informations, on va mettre en place de la veille pour aller chercher l'information dont on a besoin. Ce n'est pas l'IE ou la veille qui va répondre à cette question de quelle information vous avez besoin. Donc, oui, ça peut servir sur des RH pour recruter la bonne personne. Ça peut servir pour s'apercevoir qu'une campagne de recrutement, elle n'est pas forcément time to market parce que, tiens, oui, nous, on voudrait, mais en fait, ça ne colle pas avec ce qui se fait sur le marché, ou la R&D, de regarder ce que font les concurrents. Voilà, ça peut s'appliquer à tous les domaines. Alors, un point que j'ai évoqué et sur lequel je voudrais revenir, c'est le temps. Avant que tu me rappelles qu'on va bientôt dépasser le temps, il y a une notion de temps qui n'est effectivement pas la même. On me dit souvent, ouais, non, mais vous avez la montre, nous on a le temps, mais bon, au-delà de la blague, c'est que l'approche temporelle n'est pas la même dans certains pays africains. Et ça, c'est compliqué, parfois, de rentrer dans une logique long-termiste. C'est de dire, en fait, on doit être dans une logique d'anticipation. Je pense à quelques réactions dans des pays africains où des États asiatiques ou la Chine achètent des terres. On dit, mais c'est pas grave, on les récupérera. Ben non, en fait. Non, c'est fini. En fait, elles sont plus à nous. Alors oui, on peut exproprier, etc. Mais oui, non, mais plus tard, si on a besoin, on pourra le récupérer. Ben non, en fait. On est très souvent trop court-termiste en regardant ce qui se passe maintenant et un manque d'anticipation. Donc, il y a une véritable réflexion sur l'approche temporelle et on n'a effectivement pas la même vision du temps. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Encore une fois, il faut que, du coup, le système il soit adapté à la bonne approche temporelle. C'est avoir l'information. Ça ne sert à rien d'avoir l'information trop tôt, ni trop tard. Il faut avoir un système ajusté. Ajusté, ça veut dire que je suis en mesure d'exploiter. Donc, que j'ai les capacités, que j'ai les connaissances, que j'ai les ressources, que j'ai le temps, que ça arrive au bon moment. Et encore une fois, ce n'est pas tout savoir. Ce n'est pas avoir toutes les informations. Ça, c'est du voyeurisme. Non, c'est avoir la bonne information au bon moment et sous la bonne forme dans les mains de la bonne personne. Très bien, très bien. Effectivement, la partie temporelle est très importante. Peut-on parler d'un véritable modèle, je pense que la question, enfin, ça a été exposé, mais d'un véritable modèle d'intelligence économique propre au continent africain? Alors, je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, on en a parlé, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé et auquel je tiens beaucoup, et qui peut être une planche de salut pour nous tous, c'est l'approche francophone. Moi, je crois en la francophonie économique. Et là aussi, on n'est pas câblé comme les anglo-saxons, il y a le Commonwealth. Le Commonwealth, on est capable de dire, le Commonwealth, c'est tant de pays, c'est tant de citoyens, c'est tant de chiffre d'affaires, c'est tant d'emplois, c'est tant de business. Alors, la francophonie, on est capable de dire, ouais, c'est un drapeau. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il n'est pas déposé, n'importe qui peut revendiquer ce drapeau, hein, le rond, et l'utiliser. Donc, il n'appartient pas à une institution, il n'appartient pas à l'institution de la francophonie. Donc, c'est à nous de le faire. Il ne faut pas attendre, et typiquement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre que ça vienne des institutions, mais ça peut venir des entrepreneurs, ça peut venir des entreprises, ça peut venir des citoyens des différents pays francophones. Et pour construire un modèle francophone, pourquoi pas d'intelligence économique, pourquoi pas d'associations, on parlait d'agences, alors ça existe sur les agences de promotion de l'investissement, ça existe sur les chambres de commerce, avec la CPCCAF, le réseau des chambres de commerce africains et francophones, ça existe sur l'université avec Sangor,
et sur l'AUF, hein, l'Agence universitaire francophone. Mais je pense qu'on a beaucoup à faire, effectivement, sur une approche francophone de l'intelligence économique. Et on pourrait, du coup, associer les Belges, qui interviennent un peu sur le continent africain, je pense au Congo notamment, les Canadiens, qui ont aussi une autre approche. Et puis, c'est assez marrant de voir, comme je pense au Canada, mais aussi au Cameroun, où quand on a une approche bilingue, il y a une richesse particulière sur l'approche de l'information. Donc, pourquoi pas voilà, réfléchir à une approche francophone et qui serait irréversible. C'est-à-dire que je pense que les différents pays d'Afrique francophone pourraient apporter autant. Et pour moi, francophone, ça ne veut pas dire qui vient de la France. Hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas la France qui impose. Non, c'est où chaque pays francophone pourrait apporter quelque chose. Voilà. Peut-être que pourrait après développer sur la logique arabophone aussi. C'est intéressant, effectivement. Alors, la question suivante est intéressante. Je vais essayer de la développer. Le Maroc, précurseur en transition énergétique, pratique-t-il l'intelligence économique et stratégique dans ses choix énergétiques? Alors, je dirais, bon, personnel, oui, les agences en charge ou autres ont des cellules effectivement d'intelligence économique de veille. Ça c'est sûr, mais j'aimerais rebondir à cette question, l'élément intéressant. On revient à la question de la production de connaissances, dont parlait François tout à l'heure, et des travaux de l'EGE, notamment et messieurs. Je viens de lire l'information. Alors, depuis pas mal d'années, on parlait justement des objectifs en termes de mix énergétique au Maroc, de réduction justement de la dépendance énergétique pour passer à un mix énergétique composé à 50% de renouvelables, avec principalement l'énergie solaire et l'éolienne, avec tous les débats que ça crée. Il y a eu, j'aimerais rebondir sur un point important, sur un projet phare, plutôt le projet principal de la formation MSU Araba, qui est le projet Atlas, avec les travaux de camarades dont deux sont connectés, que je salue, Youssef et Hicham, qui ont fait un excellent travail de production de connaissances approfondies, avec une bonne démarche IE, d'intelligence économique, sur la question de l'environnement et du développement énergétique au Maroc, avec quelques préconisations intéressantes, différents scénarios. Vous pouvez lire, l'étude est publiée sur le site de l'OGE, mais avec des initiatives qui à l'époque étaient originales au Maroc, ou plutôt intéressantes, en intégrant peut-être dans certains scénarios la question du nucléaire. Ce dossier a été publié, sa publication de connaissances par rapport à un certain nombre de choses. Il a été partagé. On parle de rôle aussi en termes de production de connaissances, de sensibilisation, d'influence par cette sphère. Je ne sais pas si ça a joué un rôle, mais très certainement, en tout cas, à certaines échelles. Et je viens de lire l'information, je l'avais partagée, que le Maroc, justement, est en train d'étudier sérieusement l'installation d'une centrale nucléaire dans la région d'Agadir. Donc, sérieusement, c'est la ministre justement de l'énergie et de la transition énergétique qui l'a annoncé. Donc, voilà, à ce niveau-là, voilà, j'aimerais juste rebondir, enfin, voilà, pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'aspect justement d'implication, de production de connaissances et de sensibilisation. Nous sommes tous acteurs, voilà, en tant que praticiens, et l'objectif, in fine, c'est d'atteindre les décideurs, comme l'avait signalé François. Voilà, cette question m'a fait, voilà, juste voilà, une anecdote par rapport à cet aspect-là, par rapport à l'information que je viens de lire tout à l'heure. Et l'important dans cette histoire-là, je pense que c'est aussi de dire que là, on n'est plus rien dans une démarche de bottom-up. Ça vient d'un acteur, des étudiants, qui peuvent produire quelque chose. Ça ne vient pas de l'État qui a pensé des stratèges, etc. Hein, après, est-ce que c'est revendiqué ou pas? Est-ce que ça vient de là? Mais ça me paraît important. Et il y a cette force-là dans beaucoup de pays africains, cette force, justement, j'allais dire de la base, ce n'est pas du tout péjoratif pour moi, des usagers, des utilisateurs qui sont capables de mettre en place des dispositifs qui ne viennent pas des administrations ou qui sont capables de se débrouiller et qui rendent les choses efficaces. Tout à fait, tout à fait.
Le développement de l'IA en Afrique ne devrait-il pas passer par une plus grande inclusion dans une démarche de management des risques? Pourquoi en Afrique plus qu'ailleurs? Enfin, Oui. c'est propre oui, l'IE doit inclure le management des risques euh, euh, parce que c'est une des composantes. Parce que dans l'aide à la décision, dans la prise de décision, je dois mesurer le risque. Donc, et du coup, être capable d'anticiper, être capable de réagir. Hein. Il ne suffit pas, et c'est là où dans l'aide à la décision, le dispositif doit accompagner jusqu'à recommander, d'action, hein, recommandation d'action, aller plutôt dans ce sens-là, c'est pas simplement ça ne veut pas dire que les recommandations vont être suivies, hein, parce qu'on n'a pas tous les éléments en tant que responsable d'IE, responsable de veille, et le décideur, lui, il a d'autres manettes et d'autres connaissances. Et dedans, oui, il y a de la gestion de risque. Ce qui me paraît important, c'est que l'intelligence économique, elle doit être, c'est un peu la même remarque que je faisais sur la finance ou la R&D, elle doit être plurielle. Et c'est peut-être pour ça que ça correspond bien à l'Afrique, parce que l'Afrique est plurielle. Pour moi, un dispositif d'intelligence économique qui fonctionne bien dans une organisation, ce n'est pas un dispositif où il n'y a que des ingénieurs, ce n'est pas un dispositif où il n'y a que des financiers, c'est un dispositif où il va y avoir le financier, l'ingénieur, le créatif, le communicant, le chercheur, le développeur, la gestion de risque. Tout le monde a sa place. On est dans l'animation d'un dispositif. Alors, bien sûr, il y a une coordination. Hein. Encore une fois, je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est un peu comme la qualité ou l'environnement. Ça implique tout le monde. Le rôle du responsable d'IE, c'est peut-être plus d'animer tout ça. Donc voilà, mais il doit y avoir un lead qui est pris, et ça doit être au plus haut niveau. Si on parle d'intelligence économique étatique, ça doit être géré au niveau de la primature ou de la présidence. Sinon, le risque, et on voit très bien en France d'ailleurs, hein, avec l'intelligence économique qui était à Matignon, donc au service du Premier ministre, qui a switché à Bercy, ben, c'est une financiarisation et c'est une vision que par l'économie et les finances, et qui, à mon sens, une profonde erreur. Si on le met au ministère de la Justice, il va y avoir une judiciarisation de l'intelligence économique. Donc, ça doit rester un niveau au-dessus du lot. Hein. Pour prendre un exemple d'actualité aujourd'hui, voilà, c'est comme la reine Elisabeth, elle est au-dessus des partis. Voilà. Elle ne prend pas. Il faut que l'intelligence économique, elle soit au-dessus des différents ministères, des différentes business units de l'entreprise. Si elle est marquée, ben elle sera trop financière, elle sera trop juridique, elle sera trop R&D, elle sera trop gestion de risque. Donc, elle doit être plurielle. Question de Florence. Je voudrais savoir si la discipline de l'IE est figée ou évolutive. Si oui, nous, Africains, pouvons innover en la matière en faisant du benchmarking, proposer une discipline IE propre à nos réalités africaines. Cette dynamique pourrait toujours évoluer, ainsi chaque pays africain pourrait constituer sa discipline IE. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Je vais même aller plus loin. C'est effectivement ça qu'on a tenté de faire très modestement avec les assises. C'est à vous de l'écrire. Et tout le monde peut le faire. Et je vais pousser un peu plus. Ne pas le faire, c'est laisser les autres l'écrire à votre place. Donc, si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on a des praticiens en IE, écrivez l'IE de votre pays. Et attendez pas, alors dire qu'il y a un atlas ou qu'il y a un manuel qui sort. Bon, vous pouvez y participer. Il y a beaucoup de... Nous, on est dans une logique très collaborative de faire les choses à plusieurs. Et je pense que ça c'est intéressant d'être, comme je disais, pluriel dans la collaboration intelligente. Mais voilà, chacun doit porter sa pierre. Il ne faut pas attendre. Faut pas, on est dans une logique de ne pas subir et d'être moteur. Donc oui, il faut produire, oui, il faut écrire ses spécificités et une logique de benchmark. Alors là aussi,
Nous, en France, on ne sait pas faire de benchmarking. Je prends un contre-exemple, mais vous mettez en place un benchmarking en France, un benchmark, hein, c'est un peu sur une logique de brainstorming. Tiens, encore un autre truc qu'on ne sait pas faire en France. Le brainstorming, c'est la tempête de cerveau. On a le droit de tout dire. Vous mettez en place, j'anime un brainstorming dans une entreprise française, je prends un paperboard, je dis voilà, donnez-moi chacun vos idées, ça ne loupera jamais. Ah non, tu ne peux pas dire ça. En fait, le principe, c'est qu'on peut tout dire. Donc, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tout retenir. Mais cette logique de benchmark, et attention, quand je dis ça sur le benchmarking, ça veut dire un benchmark intelligent, c'est de travailler en non-concurrence. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui est fait là, qu'on pourrait reprendre chez nous, et qui ne vient pas rentrer en concurrence. Et c'est effectivement cette logique qu'on a eue sur les assises, de dire, tiens, qu'est-ce qui se fait en Algérie qui pourrait peut-être marcher au Burkina? Qu'est-ce qui se fait au Maroc qu'on pourrait peut-être adapter au Sénégal? Ça ne veut pas dire que ça va imposer la vision marocaine ou la vision. Non, non, c'est juste de l'adapter avec les spécificités locales. Donc, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un copier-coller, c'est avec l'adaptation locale. Justement, ça fait une bonne transition sur la question suivante. Par rapport au Maroc, est-ce qu'on est plutôt sur un modèle propre en termes d'IE? Et là, on parle d'IE gouvernemental, c'est-à-dire public, ou c'est plutôt une intelligence économique calquée sur le modèle français, le rapport Martre et Carrier? Ah non, non, moi je pense que le système marocain est beaucoup plus poussé en termes d'intelligence économique que le modèle français. Avancé, je parle du système étatique et la volonté. Tiens, prenons un exemple, la politique africaine. La politique africaine marocaine est véritablement une logique de diplomatie économique, de soft power. Enfin, voilà, ça va assez loin avec des directives et avec une volonté. Voilà, je ne suis pas sûr qu'en France, on ait cette même volonté. Donc, je ne pense pas que alors si l'État marocain s'est inspiré, ils ont réussi à mieux l'appliquer. Mais ça colle peut-être mieux, justement, avec l'approche marocaine, avec justement d'adaptation, d'intégration dans un certain nombre de disciplines. Je trouve qu'il y a un bel exemple au niveau étatique. Après, sur le lien entreprise-État, j'ai moins d'informations là-dessus, mais en tout cas, au niveau étatique, oui, il y a une belle stratégie de puissance, véritablement. Tout à fait. Et avec, effectivement, et tu l'as souligné tout à l'heure, une bonne intégration, notamment entre la sphère publique, entreprise et la société civile, notamment le think tank, le patronat, les associations, la MIE précédemment, etc. En Afrique en général et au Bénin où je vis, question de Jaurès, l'information de qualité est difficile à trouver. Alors, que faire pour qu'elle soit fiable et utile aux décideurs final? C'est-à-dire par rapport au levier, j'imagine la question c'est par rapport aux outils de captation, on va dire, ou de recherche d'informations par rapport. Je pense que voilà, je suis en train de penser à l'exemple de la collecte par WhatsApp que tu as cité tout à l'heure pour la partie agricole. Je pense qu'effectivement l'information utile est toujours là. Tu l'as bien souligné tout à l'heure. La question c'est par rapport aux leviers ou peut-être aux outils à déployer pour la retrouver. En fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une information de qualité. Je sais ce que c'est qu'une information utile. Je sais ce que c'est qu'une source de qualité. Mais il ne faut pas se tromper de débat. C'est comme de dire une information est vraie ou fausse. On aura tous une vision parcellaire. Donc l'information de qualité,
attention avec ça parce que on pourrait entendre, c'est une information qui a été validée, même par qui? Parce que moi, ce que j'entends comme information validée, ça veut dire qu'elle a été imposée. Tiens, la façon, par exemple, qu'on a de gérer les fake news, ça c'est faux. Mais qui a dit que c'était faux en fait? Ah ben, un organisme qui est là pour gérer les fake news. Ouais. Il y a 50 ans, on aurait appelé ça un ministère de l'information, et généralement, ça ne colle pas beaucoup avec des pays très démocrates. Mais bon, nous, on est capable de le faire. Donc, voilà, information de qualité, je ne sais pas. Source de qualité, ça existe. Et donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est de dire quelles sont les sources de qualité, les sources fiables qui peuvent me donner des informations. Et du coup, l'information, elle deviendra fiable. Mais je prends un exemple. Si je prends les chiffres, du chômage dans n'importe quel, au Bénin, où est-ce que je peux trouver les chiffres du chômage, de l'emploi au Bénin, ou de la santé en fait, ce n'est pas compliqué de cartographier qui est capable d'avoir ces chiffres. Les institutions locales, à mon sens, sont les mieux placées pour donner ces informations. Elles l'ont, elles le structurent. Maintenant, sur place, on donnera beaucoup plus de crédit aux organisations onusiennes, aux organisations états-uniennes, aux organisations internationales, qui ne sont pas forcément sur place, mais qui vont dire, tiens, voilà le chiffre. Ça sort d'où, en fait? Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément les bonnes sources, et c'est un problème de crédibilité et aussi de crédibilité donnée par les personnes sur place. C'est que trop souvent, moi j'entends, quand je vais envoyer un chiffre, pour rester sur cet exemple-là, qui vient d'une institution africaine, on me dit non, mais attends, c'est pas fiable, parce que ça vient du ministère machin, on sait ce que ça vaut. D'accord, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a en face? Bah tiens, il y a le chiffre du World Factbook de la CIA, le chiffre de l'OMS, le chiffre de l'ONU. Non mais qu'est-ce que ça vaut? En fait, d'abord, il vient d'où? Et est-ce qu'on n'est pas dans une logique de guerre de l'information aussi? Vous voyez, donc c'est véritablement de se dire qui détient l'information, qui est le mieux placé pour donner cette information. Et ce n'est pas l'information de qualité, mais c'est quelle est la source qualitative. Et il y en a plein. Il y a plein de sources dans plein de pays africains, sur notamment des statistiques. Mais c'est bizarre parce que ce n'est pas ces chiffres-là qu'on va voir. Je reviens sur cette notion de crier plus fort ou de se taire. Ce n'est pas ceux-là qui crient le plus fort. Donc les chiffres qu'on va reprendre, ce n'est pas les chiffres qui viennent d'Afrique. C'est les chiffres qui viennent des organisations onusiennes, états-uniennes, européennes, etc. C'est dommage. Donc, il manque aujourd'hui, plus que les sources de qualité, des sources reconnues. Et là, il y a aussi quelques initiatives. Je pense en Côte d'Ivoire, à ce que fait Stanislas Zézé avec Bloomberg sur les systèmes de notation africains, les systèmes de validation africaine, les systèmes de blockchain africains, les systèmes de statistiques africains, mais qui sont fiables, voilà, encore une fois. Mais il faut qu'il y ait une reconnaissance. Et c'est vrai que peut-être arrêter d'aller chercher tout ce qui est états-unien, parce que c'est plus fiable, parce que c'est plus... Non, pourquoi, en fait? Donc, voilà, il y a un problème de reconnaissance des sources de qualité. Très bien. Alors, je vais fusionner les deux prochaines questions. Je vais te laisser répondre et puis je vais répondre aussi. IE implique des problèmes éthiques dans la mesure où la collecte d'informations implique à un moment ou à un autre une certaine forme d'espionnage. Serait-il possible d'expliciter votre avis là-dessus, surtout que l'EGE porte en son sein cette notion d'espionnage? Je te laisserai répondre sur la deuxième partie. Non. La distinction entre le renseignement et l'espionnage, et je ne joue pas avec les mots, c'est simple, c'est la loi. Nous, on ne fait que ce qui est légal. Certaines entités publiques ont le droit de faire d'autres choses, ont le droit de faire de l'espionnage. Mais si ce n'est pas dans mes attributions principales, je n'ai pas le droit de le faire. Sinon, c'est condamné par la loi. On va prendre le problème autrement.
c'est que je reviens à ce qu'on disait au début, il faut que l'information soit utile, mieux, utilisable, exploitable. Si je donne une information volée, si je donne une information qui est obtenue de façon illégale, mon client, pour moi le client c'est celui qui utilise l'information, qu'il soit en interne ou en externe, l'utilisateur final ne pourra pas exploiter l'information. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher une information illégale. Okay. Après, la loi n'est pas forcément la même pour tous. Et sur Internet, quelle est la loi qu'il faut appliquer? La loi du pays qui héberge, la loi du pays de l'internaute, la loi, il y a plusieurs possibilités. D'où la nécessité d'avoir ses propres data centers pour imposer sa loi aux autres. Je passe sur l'extraterritorialité des lois états-uniennes principalement, etc. Parce que ça peut être aussi la loi de la monnaie utilisée. Puisque vous payez en dollars, du coup, vous êtes soumis aux lois états-uniennes. Mais vous avez tout à fait raison, plus que la loi, parce que ça ne suffit pas, parce que la loi n'est pas la même pour tous, il faut l'éthique. Et là, j'invite tous ceux qui travaillent en intelligence économique à se poser leurs limites éthiques. Qu'est-ce que moi, personnellement, je fais et je ne fais pas? Et ça, faites-le avant d'être confronté à un problème. Parce que le jour où il y a la tentation, le jour où il y a le chèque avec plein de zéros derrière, bon, ouais, l'éthique, tiens, je vous donne un exemple concret. Dans un certain pays où je suis allé, où vous avez fait le déplacement, où vous êtes là, vous allez faire le deal, et puis là, on vous dit, tiens, au fait, c'est tant. Pardon? Voilà, on rentre dans une logique de corruption. Si je ne suis pas prêt, si je ne me suis pas préparé avant, j'ai fait le déplacement, je suis là, je ne suis pas loin là, bah, bien sûr que je vais craquer. Mais non, si c'est stop, je veux dire non. Parce que moi, je me suis fixé une limite, je ne la franchis pas. Et là, je suis très clair. Personnellement, je n'ai jamais franchi cette ligne. Et on peut faire de l'intelligence économique en toute légalité. Et au passage, on parlait d'OSINT tout à l'heure, chercher en source ouverte. Il y a tellement d'informations à récupérer, à compiler, à comprendre, à intelligérer, à interconnexionner. C'est ça l'intelligence, c'est comprendre les liens, comprendre, voilà, resituer dans l'échiquier avant de s'intéresser aux informations qu'on a obtenues illégalement. Donc, c'est moins rentable, c'est moins efficace, c'est surtout hyper risqué. Donc, n'allez surtout pas là-dedans. C'est peut-être un peu plus grisant, mais ce n'est pas efficace. Donc, il y a tellement à faire avant avec du légal. Et je terminerai juste par un exemple. Il faut connaître la loi. Il faut connaître ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais si vous connaissez la loi, et je ne joue pas, c'est juste de dire, tiens, sur la collecte d'informations, très souvent, la loi, elle est appliquée à ce qui se passe dans le monde réel. Dans la pièce où je suis, derrière moi, il y a une poubelle. Ben, venir de l'extérieur dans mon bureau pour aller fouiller dans ma poubelle, c'est illégal. Ce n'est pas de l'espionnage, mais c'est du vol d'informations. Parce que je suis dans une enceinte privée. Mais dans le cycle de vie d'une poubelle, dans quelques heures, la poubelle qui est dans mon bureau, elle sera dans la rue. Et fouiller dans la même poubelle dans la rue, c'est légal. Donc, il faut connaître ça pour dire, ce que je fais là, c'est légal, ce que je fais là, c'est illégal. Bon, bah, très bien. Moi, je vais le faire légal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fouiller dans les poubelles. On est bien d'accord. Mais il faut connaître le cycle de vie d'une information et les sources d'informations où vous pouvez aller récupérer ces informations de façon légale ou illégale. Voilà. Et éviter tout ce qui est illégal. Et vous fixez des limites éthiques, c'est hyper important. Vous pouvez aller, il y a plusieurs organismes qui vous accompagnent là-dessus. Je pense à un pour y avoir largement travaillé, au syndicat français de l'intelligence économique, le SINFI. On a une charte d'éthique, on a une règle d'éthique que les adhérents doivent signer, qui peut vous donner des idées sur ce qu'on peut mettre en place. Mais ce n'est pas un jeu de barbouzerie, ce n'est pas un jeu d'illégalité, et il n'y a pas de notion d'espionnage ou d'illégalité dans ce qu'on enseigne à le jeu, mais je te laisse rebondir. Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'on dit effectivement au tout début de la formation, même dans les cours. On n'enseigne pas l'espionnage à l'EGE, c'est l'intelligence économique, les méthodes issues des méthodes de renseignement, d'analyse ou d'influence, mais tout reste dans un cadre légal. Quand
comme l'a souligné François, je pense que chercher l'information utile déjà en source ouverte et avec justement l'océan d'informations dans lequel on baigne reste largement suffisant. Et tout le reste, voilà, voilà la notion un peu de barbouzerie aussi liée au fait qu'il y a beaucoup effectivement de cabinets d'intelligence économique avant, d'anciens des services ou autres qui se reconvertissent dans le privé et qui continuent les activités qui étaient autorisées lorsqu'elles étaient dans les services effectivement publics, mais lorsqu'ils passent dans le privé, ce n'est plus autorisé, c'est illégal, continue ces pratiques-là, ce n'est pas de l'intelligence économique, c'est de la barbouzerie. On ne pose pas de micro, on ne hack pas d'autres PC, on ne va pas voler des données ou forcer des coffres-forts. Non, voilà, ce n'est pas du tout ce qui est enseigné à l'école de guerre économique. Donc, voilà, pour vous rassurer, on ne fait pas d'espionnage. Alors, dernière question. On a eu vraiment des échanges très passionnants. Et voilà, c'est un spectateur anonyme. Je crois que c'est un retour d'expérience par rapport aux pratiques d'intelligence économique au Mali. Voilà, personnellement, j'en ai pas. Je sais qu'il y a des choses qui se font. Là aussi, je distinguerai encore une fois le niveau étatique et économique. Je n'ai pas peu travaillé sur cette zone, quelques missions sur les chambres de commerce, mais voilà, à définir la spécificité locale. Je sais qu'en ce moment, il y a un focus un petit peu là-dessus, sur les sujets géopolitiques. Mais voilà, personnellement, je n'ai pas d'expérience spécifique sur le sujet. Très bien, très bien. Merci à tous, merci pour ces échanges. Merci beaucoup, François Tondelo, d'avoir accepté notre invitation et pour vraiment cet échange et cet éclairage qui est édifiant. Et puis, j'ai hâte de te croiser bientôt voilà, sur le campus de Rabat voilà, pour sur des cours de méthodologie de veille, recherche d'informations pour les messieurs. Rabat. Parfait. Merci et merci pour vos questions. Et donc, à bientôt pour ceux qui seront sur le campus quand je passerai là-bas. Merci. Alors, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Alors, on aura la dernière conférence de la conférence physique. Voilà, on va communiquer dessus la semaine prochaine. Je peux vous teaser un peu, mais voilà, ça concerne la question des données personnelles. Voilà. Merci beaucoup, François. Et donc, puis, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et passez une excellente soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, François. Voilà. Les commandes. Je quitte. J'ai mon menu de commande qui a disparu. Je sais pas, j'avais partagé la c'est Zoom. Je vais quitter, ça va remettre.